Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est une délibération, vous l'avez dit, qui est extrêmement importante parce elle innove dans une nouvelle démarche dans nos rapports avec les services de l'État. Il n'y a pas une commune de cette métropole qui soit préoccupée par les risques majeurs, que ce soit les glissements de terrain, chutes de pierres, inondations, risques technologiques. Je n'ai pas vu dans la tournée que j'ai faite auprès des différents maires pour l'élaboration du PADD, pas une seule commune ne m'a pas indiqué qu'à un moment donné, il y avait des risques sur sa commune. Et la préoccupation essentielle d'ailleurs étant pour certains maires, c'est de dire voilà, je suis en retard dans la construction de logements sociaux. J'ai proposé un certain nombre de terrains sur lesquels je suis prêt à réaliser des opérations immobilières avec un pourcentage de logements sociaux adéquat et qui me permettrait d'espérer d'atteindre le seuil des 25% de la SRU. Mais voilà, ces terrains-là, alors ils sont donnés de bonne ou de mauvaise foi dans l'opération, peu importe, mais la plupart du temps, c'est toujours de bonne foi, présomption de bonne foi vis-à-vis de l'ensemble des collègues. Et c'est là, à ce moment-là, la DDT, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé, Monsieur le Président, qui vient indiquer que c'est bien, c'est plein de bonne volonté, mais il se trouve que ce terrain est inconstructible parce que il y a des risques d'aléas forts ou moyens. Je pense à certaines petites communes qui, du jour au lendemain et ensuite des élections, enfin petites communes, des communes qui du jour au lendemain ensuite des élections se sont retrouvées dans l'obligation parce qu'elles ont dépassé le seuil de 3500 habitants, de construire 25% de logements sociaux dans les 6 ans à venir du mandat, ce qui est impossible. Enfin, je veux dire que... et quand cette commune fait l'effort de trouver, plus que l'effort de trouver un terrain dans lequel elle pourrait commencer à amorcer son pourcentage sans aller jusqu'au 25%, on lui dit ah ben ça, ce terrain-là, c'est pas possible, il y a des glissements de terrain qui est inondable, ou il est trop près, vos constructions sont trop près d'un ruisseau qui va inonder, etc. Donc c'est une préoccupation extrêmement prégnante parmi l'ensemble des maires de notre métropole. Face à ça, on a plusieurs attitudes. Chaque maire à un moment donné ou à un autre, pris son bâton de pèlerin pour aller discuter au cas par cas de la nécessité sur telle parcelle de son territoire de pouvoir avoir une dérogation possible en disant voilà, si il y a des conditions de construction qui sont telles que il faudrait me permettre etc. Et les fonctionnaires d'État peuvent donner au coup par coup des autorisations ici et là. Bon. Mais d'une manière globale, nous étions un peu, nous métropoles, saisis de ce problème, un peu désemparés face, faut bien le dire, à la compétence assez développée des fonctionnaires d'État. Il nous a semblé donc intéressant que plutôt que de s'opposer dans des grandes déclarations qui pouvaient être hostiles vis-à-vis de l'État, il nous a semblé important, je dis bien, il nous a semblé important d'essayer de se créer notre propre compétence pour entrer en dialogue avec les services de l'État et pour indiquer que il y avait peut-être des possibilités de vivre avec le risque qui sont soit des risques naturels, soit des risques d'inondation. Des exemples ont éclos sur le plan national ou sur le plan international. Après tout, sur le plan international, les Hollandais vivent en permanence avec un risque d'inondation et ça ne les empêche pas de réaliser un certain nombre de constructions. Après tout, sur le territoire national, vous avez une petite commune qui est prise souvent en exemple, qui est la commune de Saint-Pierre-de-Corps,
qui est entre le Loir-et-Cher et qui fait l'objet de débordements de ses affluents respectifs. Et qui donc, les habitants sont habitués à ces débordements, et il y a eu des nouvelles constructions, notamment sur Pilotis. Bref, la métropole s'est dotée de services de telle façon à essayer d'entamer le dialogue avec le service de l'État. C'est extrêmement important parce que si on s'en tient aux normes nationales, à la doctrine nationale telle qu'elle a été dictée, il y a toute une série d'opérations d'aménagement que nous avons sur notre territoire que nous ne pourrions pas et que nous ne pourrons pas réaliser. Les parcs du Vercors en connaissent quelque chose. Fontaine, on a obtenu une dérogation, mais Sassenage se trouve bloqué, alors que Sassenage a un besoin de réaliser un certain nombre d'opérations immobilières. La presqu'île scientifique est bloquée. Si ce n'est l'intervention là du premier magistrat de la commune de Grenoble, qui a permis un certain nombre de débloquer un certain nombre de choses. Mais il y a des zones telles que Innovallée qui restent bloquées et qui sont nécessaires à notre développement économique. Mais ça ne se passe pas uniquement d'ailleurs que sur le plan développement économique ou sur le plan de réalisation de construction immobilière. Il y a des fois des villes et d'importance, je pense à Visil, qui restent bloquées parce que, alors qu'il y a une volonté du développement de refouetter le centre-ville par un très beau projet d'ailleurs, il est stoppé en l'état actuel pour des raisons d'inondation. Bref, l'arrivée étoffant les services aménagement de nos compétences, nous avons pu entrer en discussion avec les services de l'État et leur faire partager cette idée de résilience. La résilience, c'est au fond, et c'est important que vous ayez cela en tête, c'est au fond la possibilité c'est de dire il n'y a pas de risque zéro, donc nous n'y arriverons pas à obtenir à obtenir ce chiffre de risque zéro, mais nous devons autant faire se peut prévenir le risque et faire avec. Et prévoir des constructions en ce sens. Et cette délibération prévoit au fond 5 axes de réflexion. Et une fois que j'aurai cité ces 5 axes, j'en aurai terminé mais il me semblait important, si vous voulez, de vous faire prendre conscience de la nécessité de rentrer en discussion avec les services de l'État. Alors, le premier axe, au fond, c'est de dire il faut mieux connaître les risques sur le territoire et développer une expertise risque et résilience. C'est ce que je commençais à vous dire en vous indiquant qu'on doit pouvoir, nous, métropole, avoir une connaissance très fine des risques sur notre territoire, de telle façon à ce que lorsque l'on va discuter avec les services de l'État, on puisse dire, là, on sait qu'il y a un risque. Mais voilà comment on peut essayer de lutter contre ce risque, sachant qu'on prend tous les moyens, y compris les moyens techniques et les nouvelles technologies, pour ne pas aggraver le risque existant. Donc mieux connaître le risque sur le territoire et développer une expertise risque et résilience, ça c'est l'axe 1. L'axe 2, c'est favoriser un urbanisme résilient et soutenir la réduction de la vulnérabilité existante. Ça s'appelle une démarche d'innovation sur le renouvellement et l'adaptation des formes urbaines aux aléas et le développement des pratiques urbanistiques, architecturales, paysagères. En d'autres termes, l'objectif est de dégager des solutions et des marges d'adaptation pour les territoires au niveau de sa forme et de son organisation urbaine. Bon, construction sur pilotis, par exemple, pourquoi pas. Axe 3, aider à la planification des crises communales et planifier les modalités d'intervention métropolitaine en cas de crise majeure. Ça, c'est extrêmement important. Chacun des maires le connaît dans sa commune. C'est les plans communaux de sécurité
nous finançons, je le signale au passage, une association qui s'appelle l'IRMA qui aide à faire ces plans communaux. Axe 4, améliorer, diffuser et entretenir une culture du risque métropolitaine, c'est-à-dire il faut auprès des citoyens leur faire comprendre ce qu'est le risque, et le risque n'est pas simplement quelque chose qui ne leur arrivera jamais. Vous discutez, chaque maire qui discute avec ses administrés, lorsqu'on les met en alerte sur, oui, tout ça, ça n'arrivera jamais. Moi, personnellement, j'ai l'expérience sur ma propre commune. Lorsqu'on avait le risque de chute de pierre, les anciens de la commune disaient mais c'est jamais tombé, donc ça tombera jamais. Hein, je ne vois pas pourquoi ça tomberait. Donc, mais il y a une sensibilisation de la population à ça. Donc il faut entretenir une culture et puis savoir la maîtriser. Et enfin, l'axe 5 est extrêmement important. Contribuer au dispositif de protection contre les aléas dans le cadre des compétences métropolitaines et notamment de la prise de compétences GEMAPI. Là, c'est extrêmement important parce que ça concerne plusieurs communes et des communes hors de la métropole. J'ai découvert à l'occasion d'une présentation par les services de la complexité de l'organisation du réseau eau, si vous voulez, d'une manière générale, avec les différents syndicats et autres, et syndicats de propriétaires. Il y a la métro ayant pris la compétence eau a été amenée à prendre les compétences de certains syndicats et donc à avoir une position commune en matière de la GEMAPI, ce qu'on appelle la GEMAPI, et du risque inondation, avec un certain nombre de questions qui sont assez brûlantes et sur lequel on doit prendre une position politique immédiate. Voilà ce que je voulais rapidement vous dire, sans plus m'étendre. 5 axes qui me semblent importants. Une nouvelle politique finalement de la part de la métro qui rentre en dialogue avec les services de l'État de telle façon à ce que on espère pouvoir avancer. De gros progrès ont déjà été faits. Et notamment avec cette notion de zone, et a été développée avec les services de l'État, des zones d'intérêt stratégique. Voilà, on en a déterminé 2 zones au moins d'intérêt stratégique, que sont le Porte du Vercors et la presqu'île scientifique. On se bat de telle façon à ce que Ilo-Vallée devienne aussi également une zone d'intérêt stratégique. Voilà, Monsieur le Président, brièvement, peut-être un peu de manière incomplète, mais rappeler l'importance de cette délibération.